qu'on soit connard ou non, même le pire des connards peut devenir quelqu'un de bien par calcul. Donc du coup, qu'est-ce qui distingue quelqu'un de bien d'un connard? Et donc les gens qui se sentent pas connards me disent oui, mais du coup, en gros, tu es en train de dire que peut-être que j'en suis un. Et que si je me comporte comme ça, c'est uniquement par calcul, pas du tout par morale. Et oui, désolé. Donc moi c'est Bertrand Forêt. Je suis donc enseignant de communication et d'économie au département GEA. Comment préciser ça? Alors au départ, je suis agrégé d'économie et donc j'enseignais l'économie et le contrôle de gestion, la gestion d'entreprise, tout ça. Et donc autant j'avais adoré l'économie quand j'étais étudiant, notamment cette idée d'homo economicus, cette idée qu'on raisonne en économie sur un individu qui n'existe pas, qui est un pur individu calculateur rationnel, et on essaye d'imaginer quelle serait la société idéale en fonction de cet individu-là. Et la réponse est le marché. Et donc j'avais bien aimé cette approche-là. Puis après, quand il a fallu l'enseigner, j'en ai été très insatisfait parce que ça ne me semblait pas du tout correspondre à la réalité, ce qui est d'ailleurs assumé par les théoriciens de l'économie. Et donc, j'ai pas été. Du coup, je me suis tourné vers la communication pour essayer d'étudier l'économie comme un langage. Alors, je vais prendre un exemple. Alors, je vais revenir un peu. Il y a deux approches du langage. Soit on dit que le langage sert à décrire une réalité qui existe, c'est juste un moyen pour décrire cette réalité. Soit on dit que le langage c'est un outil pour la façonner, cette réalité, pour la faire exister, ce qu'on appelle les approches dites performatives. Et donc par exemple quand le prêtre dit je vous marie, d'accord, il ne décrit pas quelque chose qui existe, il le fait exister. Quand vous donnez un ordre, quand vous faites une promesse, c'est pareil. Ça marche très bien avec l'économie et la comptabilité. Si les comptables n'avaient pas inventé le compte capital, le capitalisme n'existerait pas. Donc c'est ça que j'ai un peu essayé de travailler dans ma thèse. Et donc je suis passé en communication, puisque j'ai abordé les approches communicationnelles donc, de l'économie. Et donc j'ai fait pas mal de papiers là-dessus. Et puis depuis 4-5 ans, et c'est donc mon premier bouquin, La communication des organisations, faisait un peu le bilan de tout ça. Et depuis 4-5 ans, je fais un peu le chemin inverse. C'est-à-dire que je reviens un peu à mes premières amours d'économie et j'étudie la communication d'un point de vue économique. D'où le sous-titre de mon dernier bouquin, Une approche économique de l'amour. Parce que l'amour, c'est de la com, on va dire, du lien, de la connexion. Et j'essaye d'avoir une approche économique de ça. Et j'ai une autre thème de recherche où je suis en train de publier, mais c'est en train d'évoluer, sur l'idée que le like sur les réseaux sociaux, donc a priori c'est un outil de com, hein, je like, je commente, je réagis, mais c'est une forme de monnaie. Le like, c'est à la fois un capital, d'accord, si j'ai beaucoup d'abonnés, beaucoup de followers qui like souvent, quand Ronaldo par exemple, voilà, je prends cet exemple-là, Cristiano Ronaldo, s'il veut, le 1er janvier, il va voir son boulanger, il lui dit je like ta boulangerie et maintenant pour tout le reste de l'année tu viens me livrer le pain gratos. Et le boulanger, s'il a des clients qui aiment le foot, il va dire oui. Hein. Et donc vous voyez, les likes est quasiment une monnaie d'échange à ce moment-là. Quoi. Donc voilà un peu le parcours professionnel, en tout cas c'est ça. Donc là j'ai fait ce bouquin sur la com, j'ai fait donc ce bouquin ensuite sur la théorie de l'amour dans les organisations. Et ce qui va m'occuper dans les années à venir, et là on est sur une recherche de financement, c'est ce que j'appelle l'éducoin. Je m'explique. Donc du coup, actuellement, un des soucis avec les systèmes éducatifs français mais internationaux, c'est que quand vous êtes en maternelle, vous avez maintenant votre code d'études d'élèves en maternelle, puis après vous changez dans un autre système d'information quand vous êtes puis après au collège, puis encore une fois au lycée, puis quand vous êtes arrivé au lycée, vous avez encore à la fac un nouveau numéro d'étudiant, et ainsi de suite. Et chaque fois, c'est des boîtes noires, et on ne sait pas ce qu'on retient de votre scolarité, c'est un diplôme. Ouais, j'ai eu mon DUT, éventuellement un relevé de notes.
mais on n'a pas la trace de quels sont les profs que vous avez eus, quels sont les devoirs que vous avez faits. Alors on va peut-être l'avoir maintenant un peu plus avec le portfolio qui est dans le but. Mais l'idée c'est vous ne l'avez pas sur toute votre scolarité et c'est pas non plus homogénéisé au niveau mondial. Ce qu'on a au niveau européen, c'est les ECTS, European Credit Transfer System, mais la granularité est très faible. C'est-à-dire c'est 2 ECTS pour un cours, quoi. Et donc il y a déjà des projets de recherche et des tentatives qui sont faites là-dessus, d'EduChain, donc de blockchain du système. Donc une blockchain, je ne vais pas développer, mais en gros, c'est un système d'information complètement décentralisé qui appartient à personne et qui s'auto-contrôle. Et l'idée, c'est de faire comme les ECTS, mais on va dire au niveau mondial, et de la maternelle au doctorat, et en rentrant dans la granularité de chaque heure de cours. Et donc ça c'est le premier niveau. Il y a déjà des applications, il y a le MIT qui travaille là-dessus, qui a déjà développé une application qui s'appelle Blockcert, avec un système de crédit, tout ça. Et moi mon idée c'est d'aller plus loin en disant que ces crédits peuvent devenir une monnaie. C'est-à-dire que finalement, c'est quoi? Je veux dire, quand vous avez un diplôme, c'est une promesse de revenus futurs. Et la valeur du diplôme, c'est le nombre de fois où vous allez le mettre en œuvre sur le terrain et où il va être utile à une entreprise. Et donc, ça, c'est les 2 derniers éléments de la chaîne, d'accord? Vous avez votre diplôme, comment vous le valorisez? Et les avant d'avant, c'est qui vous le donne? C'est le prof qui vous donne les crédits, qui valide. Et donc l'idée de ce système-là, de cet EduCoin, c'est de renverser un peu la perspective par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. En ce moment, on a la connaissance qui est indexée sur la monnaie. Et là, l'idée, ça serait l'inverse, ça serait d'indexer la monnaie sur la connaissance. C'est-à-dire que la monnaie, c'est fondamentalement une molécule de connaissance qui se balade. Et donc, dans ce système-là, les profs sont millionnaires. Et c'est eux qui créent la monnaie, puisque c'est eux qui donnent chaque diplôme est un début de monnaie, quoi. Voilà. Alors, mon labo s'appelle le LERAS, Laboratoire d'études et de recherche appliquées en sciences sociales. Il y a plusieurs équipes ou axes en communication organisationnelle, en communication médiatique, en psychologie sociale, il y a des gens qui travaillent sur le genre, il y a sur la santé. Enfin, bon, il y a plusieurs équipes qui sont plus ou moins transversales, qui se connectent, tout ça. Et donc, comment dire, moi je suis plutôt dans l'angle communication des organisations. Je peux vous parler de mon labo, il y a des chercheurs que j'aime beaucoup, Nikos Smirnaïov notamment, qui travaillent sur les réseaux sociaux dans une approche un peu critique. Et mon labo est aussi pas mal connu pour ses travaux sur un logiciel d'analyse de contenu qui s'appelle Alceste, et où ils ont beaucoup travaillé. Donc là, en ce moment, ils ont travaillé par exemple avec ce logiciel sur les forums des Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'ils se disent, machin. Et ils ont travaillé aussi avec l'ancien directeur du labo qui s'appelait Pascal Marchand sur les discours d'investiture des premiers ministres, avec un résultat que je trouve très très intéressant. C'est que jusqu'aux années 90, dans les discours d'investiture, on pouvait distinguer un vocabulaire de gauche et de droite, même sans savoir qui parlait, juste en analysant le discours, on voyait si c'était un Premier ministre de gauche. À partir des années 90, c'est ça qu'on appelle la langue de bois, on ne les distingue plus, on ne sait pas s'ils sont de gauche ou de droite. Alors peut-être que la gauche et la droite, c'est plus une distinction, c'est le credo de Macron, hein, mais au moment où ils ont lancé ces études dans les années 90, gauche et droite, c'est un truc qui était très important en France, et qui a commencé à se brouiller là. Donc voilà, c'est un résultat intéressant aussi. Ils ont aussi un truc assez fascinant, ils ont analysé des lettres de condamnés à mort aux États-Unis. Et donc, à votre avis, quel est le mot qui remonte le plus dans les analyses, le plus fréquemment cité par les condamnés à mort dans leurs lettres dans les 6 mois avant de mourir? Amour, love, je t'aime. C'est l'amour, et juste avant de mourir, c'est le mot qui compte le plus. Et donc, j'introduis un peu mon bouquin. Développement personnel, il faut aussi distinguer peut-être le coaching. Si vous êtes amené à être manager dans une entreprise et que vous devez gérer 1000 personnes ou 10 000 personnes, le moindre de vos gestes est scruté. Donc c'est pas aberrant de payer 1000 balles à un coach pour vous dire comment vous habiller, comment vous comporter. Quand vous avez 1000 personnes sous votre responsabilité, oui. Quand je vois développement personnel, trouver
Il y a beaucoup tu vois, trouver son soi intérieur, son machin. C'est souvent derrière, c'est quelque chose qui s'adresse à des gens qui sont fragiles, qui auraient besoin d'une vraie thérapie, et à qui on vend, qui n'osent pas encore vraiment, à qui on fait croire qu'ils ne sont pas vraiment malades. En leur disant vous allez faire du développement. Mais à l'arrivée, des fois ils se retrouvent dans des sectes et tout. Il y a des travaux notamment d'une collègue à Bordeaux qui a beaucoup documenté ça, comment derrière les gourous du développement personnel, il y a des fois une récupération un peu douteuse, quoi. Et dans l'entreprise, il y a eu des effets pervers avec le développement personnel, c'est-à-dire que on fait supporter aux salariés des risques ou un investissement qui devrait être attendu de l'entreprise. Donc il y a pas mal. Donc moi la perspective que j'ai plutôt dans ce bouquin, c'est de dire aux gens, non, non, assumez le connard qui est en vous, restez vous-même, c'est à la société, et en tout cas c'est au management. Le management n'a pas à vous demander d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un de moral, de vous développer. Le management, il doit inventer ou mettre en place des dispositifs qui permettent à des connards de travailler ensemble. Vous n'êtes pas connard avec vos amis, mais au boulot, bon, vous êtes là avant tout pour faire du pognon, quoi. D'où le titre Petit traité de l'amour à l'usage des connards. L'idée étant, donc je m'adresse aux connards, donc après je vais reprendre un peu la définition. Je vais prendre une métaphore pour expliquer l'intérêt du bouquin. Quand vous êtes au volant, on est un connard, on est tout seul, on crie, on insulte les autres, on est pressé, on pense qu'à sa gueule. Et qu'est-ce qu'on a fait pour gérer tout ça? On met des amortisseurs, on met des feux rouges, on met des flics qui contrôlent la vitesse. Toute la société, en fait, toutes les lois, les règlements, les prisons, les juges, les tribunaux, c'est fait pour gérer les connards. Si on était tous des gens parfaits, on n'aurait pas besoin de tout ça. Alors non, la société, non seulement elle est faite pour les connards, mais elle est faite par les connards. C'est pour ça qu'elle excelle pour exterminer les autres espèces. Ce qu'elle fait depuis le début. Hein. On en est à la 6e extermination et elle en a fait d'autres avant. Et donc si je continue ma métaphore, la différence entre un rond-point et un carrefour, dans les deux cas, c'est les mêmes connards. Sauf qu'avec un rond-point, il y a moins d'accidents, moins d'embouteillages. Donc c'est le dispositif qui permet aux connards de mieux vivre ensemble. Et donc la perspective du bouquin, elle est là. Elle est de dire arrêtons de vouloir changer les gens. Être un connard est un droit inaliénable, jusqu'à preuve du contraire. Et c'est au management, à la société, de s'organiser pour faire en sorte qu'on vive en bonne entente. Alors l'effet pervers de ça, alors il y a des gens que ça fait beaucoup rire cette perspective, ceux qui assument leur connard, et puis ceux qui se sentent pas du tout connards, qui se sentent presque insultés par le bouquin. Alors bon, certes, ils n'ont qu'à pas lire, puisque c'est pas à leur usage, mais s'ils le lisent, pour essayer de comprendre les connards, ils se sentent insultés parce que ce que démontre le bouquin, c'est que, qu'on soit connard ou non, même le pire des connards peut devenir quelqu'un de bien par calcul. Donc du coup, qu'est-ce qui distingue quelqu'un de bien d'un connard? Et donc les gens qui se sentent pas connards me disent, oui, mais du coup... en gros, tu es en train de dire que peut-être que j'en suis un. Et que si je me comporte comme ça, c'est uniquement par calcul, pas du tout par morale. Et oui, désolé. Le connard, c'est celui qui économise l'amour, qui calcule au plus juste ce qu'il va donner, et s'il peut ne pas en donner, il n'en donne pas. Donc si vous êtes un mendiant, vous ne pouvez rien lui apporter, vous avez rien, il va vous ignorer. Il croit que tout lui est dû, que tout lui est permis, d'accord? Et voilà, c'est ça. Et effectivement, on peut tous l'être à un moment donné. Et encore une fois, la société est organisée pour ça. Alors, en parlant du connard amoureux, ce qui était marrant, c'est qu'après, quand le connard est amoureux et quand il est en couple, on arrive à une nouvelle entité qui s'appelle le couple de connards. Et qui devient un connard à part entière, qui se croit tout permis, qui calcule l'amour, et qui en plus se renforce dans le couple, c'est-à-dire qu'au nom des intérêts du couple, chacun encourage l'autre à être un connard avec l'extérieur. Et donc, si je continue, j'ai employé ce terme aussi parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'amour, et je le raconte dans le bouquin, et à faire un peu des conférences là-dessus, et je vais dire après pourquoi j'en suis arrivé à ce concept. La réaction des gens a été mais soit tu nous fais de la religion, tu nous fais de la sexualité, alors que non, pas du tout.
Et donc, j'ai mis connard justement pour qu'on comprenne bien que je ne parle pas d'amour d'un point de vue bisounours, mais l'amour pour les pires. Un peu l'amour pour les nuls, on aurait pu l'appeler un peu comme ça. Alors pourquoi j'en suis arrivé à l'amour? Je le raconte dans le bouquin, dans les remerciements. Il y a eu deux événements, deux rencontres qui ont été déterminants dans la prise de conscience. Si on m'avait dit il y a 15 ans que j'allais faire un truc sur l'amour, j'aurais dit non, justement c'est pour les religions, c'est pour le sexe, j'ai rien à dire là-dessus, quoi. Et donc il y a eu deux rencontres. La première, c'est Dominique Volton, qui a fait pas mal de bouquins en communication en France, et qui faisait une conférence lors d'un congrès de la Société française des sciences de l'information et de la communication à Toulon en 2014, où il expliquait que la communication c'est de l'amour, de la connexion, du lien, et il tenait la thèse selon laquelle les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, ça tue la communication. C'était sa thèse. Et donc la question que je lui ai posée, c'est, bon ben alors dans ce cas-là, si la com c'est de l'amour et que les nouvelles technologies tuent la com, il devrait y avoir moins d'amour aujourd'hui dans le monde que hier. Il restait sec, oui effectivement c'est l'implication, mais non j'ai pas réfléchi à cette question, c'est une question de connard. D'accord. Et donc, bon je me suis dit quand même, Dominique Volton qui est planté sur une question comme ça, il me dit, tiens, sur la mesure de l'amour, comment on peut... Est-ce qu'il y a plus d'amour aujourd'hui dans le monde que hier? Qui peut répondre? Enfin, c'est quand même pas une question aberrante de se poser ça. Est-ce qu'il y a plus d'argent? Est-ce qu'il y a plus d'amour? On compte tout, pourquoi pas compter l'amour? Et je me suis rendu compte que personne n'avait de réponse à ça. Enfin, pas encore, mais j'ai commencé à sentir que c'était un angle mort des recherches en sciences sociales. Donc je l'avais mis dans un coin de ma tête, mais comme encore une fois, l'amour n'était pas du tout un thème qui a priori m'aurait intéressé. Bon. Et puis il y a un deuxième événement, c'est que j'avais été chef de département. Et moi, j'ai toujours été très sceptique sur l'intérêt des chefs. À vrai dire, je pense que ça sert à que dalle, un chef. Ou en tout cas, bon, s'il y en a qui en veulent, tant mieux pour eux, mais moi, je m'en passe. Et donc, je suis devenu chef. Et donc, après avoir été chef de département, j'ai demandé aux étudiants, alors, vous voyez bien que j'ai servi à rien. Et alors, ils ont rigolé, puis ils m'ont dit, mais si quand même, vous avez fait grandir l'amour. Comment... Et je me suis rendu compte que je n'avais pas de réponse, moi non plus, sur comment savoir si l'amour a grandi, comment savoir si ce grandissement, quels impacts a eu ce grandissement, quelle retombée, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est positif de faire grandir l'amour? Pourquoi faire? Et là, on ne sait même pas le mesurer. Et donc, c'est là que j'ai un peu commencé, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien là-dessus, et que j'étais tombé sur une pépite qui n'était pas, et j'ai aucun moins de mérite que je ne l'ai pas cherché. Et je suis tombé sur une pépite, un angle mort complet des sciences sociales, la mesure de l'amour, où en fait toutes les sciences sociales font ça plus ou moins. Si vous prenez l'économie, elle mesure l'amour avec de l'argent. Si vous prenez les réseaux sociaux, ils essayent de mesurer l'amour. Le like, c'est une forme de mesure d'amour. Sauf que le like, c'est plus de l'intérêt que de l'amour. Si vous prenez les généalogies, les premières communes, le fait de compter les individus, de compter ses enfants, c'est une mesure de l'amour. D'accord? Donc en fait, comme je le dis dans le 3e chapitre, l'amour est la lettre volée des sciences sociales. La lettre volée, c'est une nouvelle d'Edgar Poe, où il y a un voleur qui a volé des lettres chez la reine, et qui cache la lettre chez lui, en sachant que les détectives de la reine vont venir fouiller chez lui, et ils vont fouiller partout. Et donc, pour solutionner le truc, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche la lettre, en gros, devant chez lui. Donc les détectives ne cherchent pas partout, dans les moindres recoins, en utilisant les techniques de recherche les plus élaborées qui soient, évidemment ils ne trouvent pas, c'est juste devant leurs yeux. L'amour en sciences sociales, c'est un peu ça. Les sciences sociales, qu'est-ce qu'elles cherchent? Elles cherchent qu'est-ce que c'est qui fait tourner le monde? Qu'est-ce que c'est qui motive les gens? Qu'est-ce que c'est qui les fait se comporter comme ils se comportent? Qu'est-ce que c'est qui permet de les réguler, de faire en sorte qu'ils vivent en bonne entente? Et elles vont dire, ça va être la recherche de pouvoir, la recherche de sécurité, la recherche de réputation, la recherche de... Enfin, plein de choses. Alors que c'est la recherche d'amour. C'est sous leurs yeux, je veux dire, on le voit partout, c'est dans toutes les chansons, mais c'est un peu tabou de parler d'amour dans sciences sociales, que ce soit en économie, en sociaux, en com, en sciences... D'où, petit traité de l'amour à l'usage des connards pour dire que j'étais pas un bisounours. En fait, je pense dans la vie d'un chercheur,
On peut aimer à un moment donné être passionné par un sujet et puis justement être un peu allé au bout de ce sujet, avoir besoin de se renouveler et revenir à des choses qui nous avaient passionnés. Moi, la monnaie est toujours un phénomène qui m'a passionné. Euh, les bitcoins a réveillé tout ça. C'est valable pour les thèmes de recherche et aussi pour les méthodologies. Vous avez souvent des chercheurs qui s'enferment, ils vont faire que de l'ethnographie, que ce qu'ils appellent du quali et s'interdire les statistiques. Et inversement, il y a des chercheurs qui vont faire que des statistiques et qui vont dénigrer tout ce qui est entretien, observation, tout ça. Est-ce qu'on vous a déjà parlé d'Irving Goffman? C'est un sociologue qui a travaillé sur les règles de l'interaction et lui il résume toute méthodologie de recherche en go, see and ask. Vous allez voir, vous y allez, vous regardez, vous posez des questions, que vous fassiez des statistiques, des entretiens, on s'en fout. L'important c'est de démontrer ce que vous avez à dire. Quelle est la question que vous posez et qu'est-ce que vous y répondez. Après, toutes les méthodes sont autorisées. Donc voilà, je pense que dans le parcours d'un chercheur, il faut se spécialiser bien sûr, mais c'est aussi un parcours, quoi. En tout cas, moi, c'est ça qui me passionne aussi dans ce métier. 3 points positifs, c'est que c'est un métier de passion où on réfléchit forcément sur des sujets qui nous interpellent. Alors bon, l'amour évidemment, mais vous avez fait l'OMP, un astrophysicien, les étoiles, les trous noirs, bon, il est passionné. Le deuxième truc, c'est que c'est un métier où on apprend tout le temps. Ou la connaissance, et ça, à mon sens, c'est le sens de la vie, quoi. Tant que vous apprenez, vous êtes vivant, quoi. Et donc, moi, c'était vraiment ça. Et puis, je voulais quand même être prof. J'aime les deux, et j'avoue que je me régale. Le troisième intérêt du métier de chercheur, d'enseignant-chercheur en tout cas, c'est vous. C'est la rencontre avec les jeunes. Et votre génération, là, depuis 5 ans, est particulièrement extraordinaire, merveilleuse, je trouve. Alors qu'on dit que le niveau baisse, c'est complètement faux. Vous n'avez jamais été aussi brillant, intelligent, ouvert. Une tête bien faite dans une tête plutôt qu'une tête bien pleine. C'est vraiment vous, votre génération, une tête. Et donc, depuis 4-5 ans, ce que je dis en début d'année aux étudiants, c'est que c'est un privilège, en fait, d'avoir 300 milléniums devant moi, qui m'apportent au moins autant à eux tous, autant que ce que je leur apporte, ce qui n'était pas vrai il y a 20 ans. Il y a 20 ans, la relation prof-élève était... le prof savait quand même, c'est lui qui avait accès à la connaissance, et les connaissances évoluaient un peu moins vite. Donc il y avait quand même cette relation surplombante. Là, depuis 4-5 ans, bien sûr, j'espère que je leur apporte des trucs, mais ils m'apportent, enfin bon, sur les réseaux sociaux. Donc là, cette année, j'ai découvert TikTok, par exemple. On a fait des vidéos sur TikTok, et une de mes fiertés, c'est que des étudiantes qui peuvent avoir 15 000 abonnés sur TikTok, qui publient tous les jours, et qui donc a priori, j'ai rien à leur apprendre, c'est plutôt... et bien elles venaient en cours. D'accord. Et alors certes, je les mobilisais, elles expliquaient ce qu'elles faisaient, et donc j'apprenais en les écoutant, mais a priori c'est le prof qui est censé enseigner les trucs, pas les étudiants. Donc si elles viennent, c'est qu'elles ont aussi retiré quelque chose. Et je pense que de plus en plus l'enseignement va devenir ça, la position du prof qui sait tout et qui balance sa sauce, et elle tient plus, et on l'a vu avec le confinement, avec les visios. C'est pour ça que ça a été très compliqué. C'est très déstabilisant pour le prof de se dire que des élèves vont en savoir. Là, sur les crypto-monnaies, quand je fais le cours d'économie, il y a des élèves qui investissent dans les cryptos qui les connaissent mieux que moi. Bon, ils n'ont pas assisté à l'émergence du Bitcoin, d'accord, ils n'étaient pas nés, donc c'est un peu pour ça qu'ils viennent, mais ils m'en apprennent, quoi. Et du coup, je m'amuse beaucoup plus, même si c'est un peu inconfortable, et ça m'alimente pour mes recherches. Et donc voilà, le troisième intérêt du métier de chercheur, c'est vous, les enfants. C'est bon, là j'ai 47 ans, il me reste à peu près 15 ans avant la retraite. Si j'arrive à mettre ça avant de partir à la retraite, c'est mon principal projet, parce que, bon, outre le fait qu'il me passionne intellectuellement, si j'y arrive, je suis presque millionnaire, quoi. Non, mais j'exagère, mais tu vois, si l'inventeur de l'Edutcoin, si j'arrive, enfin bon, on peut fantasmer, mais pas moi ou mes collègues, mais si effectivement on arrive à imaginer une monnaie qui soit indexée sur la connaissance et pas l'inverse, et qui soit créée par les profs et non plus par les banquiers,
C'est bon pour la profession, c'est bon pour mes étudiants qui vont devenir profs, parmi ceux qui... Et puis c'est bon pour la société. C'est censé être le plus beau métier du monde, prof, enfin transmettre, chercher, aimer les étudiants, être aimé par les étudiants, il n'y a pas mieux quoi. Et c'est un métier qui est un peu déconsidéré en ce moment en France, un peu moins à l'étranger. Et là, ce serait une vraie façon de le remettre au centre de l'évolution de la société. Ouais. Donc ouais, le petit traité de l'amour, honnêtement, bon, je me suis bien amusé. S'il y en a d'autres qui veulent, j'ai fait des graphiques, j'ai proposé des trucs, mais bien sûr je vais continuer, c'est une pépite, mais s'il y en a d'autres qui veulent reprendre le flambeau, voilà, j'ai trouvé la pépite, je l'ai dégrossi. Voilà, s'il y en a qui veulent la prendre, allez-y, bon je la garderai un peu aussi. Mais...